Bon, bonjour à tous. Merci Jacques-Olivier pour ton introduction. Oui, le livre avec Nathalie Deruet, ne le lisez pas, c'est un livre pour les masters, donc c'est un truc qui fait 800 pages, plein d'équations à chaque page. Mais c'est important d'écrire des livres comme ça parce que là, je vais vous raconter finalement comment la relativité générale est née, mais en fait, derrière, il y a énormément de techniques. En fait, sur chaque transparent, il devrait y avoir 50 pages d'équations et ce qu'on a digéré pour vous. Donc cet exposé, au départ, c'était les mécanos de la générale sans temps de relativité générale. J'ai rajouté bien sûr plus un parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans la plus unième année de la relativité générale. J'en dirai quelques mots, mais pas trop, parce que je sais qu'il y a des exposés, en particulier par mon collègue Luc Blanchet sur les ondes gravitationnelles. Donc j'aborderai un tout petit peu le sujet, mais je lui laisserai développer ce sujet-là. Alors les mécanos de la générale, c'est un titre que j'ai adoré parce qu'il y a 2 ans, en fait, on avait, avec Jean Eisenstadt, qui est historien de la relativité, qui travaille à l'Observatoire de Paris, on avait été invité par la BNF pour faire un cycle de conférences. Moi, je leur avais proposé ça comme affiche. Ils n'avaient pas du tout apprécié, ils avaient trouvé que c'était irrévérencieux pour Einstein, et j'ai trouvé que c'était méconnaître le personnage, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et qui rigolait de lui-même et qui rigolait des autres tout le temps. Donc, en particulier, dans ces dernières années, à Princeton, on le voyait en blouson de cuir, rigoler avec les étudiants et se moquer de ses collègues et tout ça. Et moi, je trouvais que c'était bien. Et puis en plus, il y avait ce côté, vous voyez, les mécanos de la générale, c'est quand même les gens qui mettent les mains dans le cambouis. Et je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire que se rendre compte que cette histoire de théorie de la relativité générale, c'est l'histoire de personnes qui ont mis les mains dans la technique de façon assez profonde et qui se sont parfois disputées, parfois trompées, pour arriver à la compréhension de cette théorie. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est revenir 100 ans en arrière, voir ce qui s'est passé avec cette théorie, comment est-ce qu'elle a été formulée, qu'est-ce qu'elle propose comme vision du monde, et puis essayer de vous montrer qu'elle n'a pas été acceptée tout de suite et qu'elle a dû être finalement digérée par toute la communauté. Donc tout commence en 1915. Novembre 1915, nous sommes à Berlin, et Einstein fait une série de 4 exposés devant l'Académie des sciences de Berlin, le 4 novembre, le 11 novembre, le 18 et le 26. Et au cours de ces 4 exposés, en fait, il va aboutir à la forme finale de sa théorie de la relativité générale. Dans ces 2 premiers exposés, en fait, il a une forme non aboutie de la théorie. Ici, je vous ai mis le manuscrit, en fait, qui va donner lieu à l'article sur la théorie de la relativité générale qui sera publié en 1916 et qui fait suite à ses travaux à l'Académie de Berlin. Alors, il faut voir que ça fait déjà presque 8 ans qu'Einstein travaille sur cette théorie quand il fait ses exposés. Et il y a une sorte d'urgence parce qu'il a eu des échanges avec David Hilbert, le grand mathématicien, et il semble que Hilbert lui aussi soit prêt d'aboutir à une version de cette théorie, alors que lui est principalement physicien. Et la raison, c'est que Einstein a eu l'intuition de comment construire cette théorie, quelles mathématiques utiliser, mais il n'était pas spécialiste de ces mathématiques. Et alors que Hilbert, lui, était vraiment le grand spécialiste. Alors souvent, on présente un peu ça comme une sorte de compétition entre les deux. Je crois que quand on regarde les échanges entre les deux, il y a eu beaucoup de respect, et Hilbert n'a jamais remis en cause en fait, le fait que Einstein avait été le père de cette théorie. Alors en gros, cette théorie donc, va naître dans l'esprit d'Einstein très peu après la relativité restreinte. Donc en 1905, alors qu'il est à Berne, il propose cette théorie. Vous savez, c'est cette année mirifique qu'il a eue avec ces 3 articles qui ont révolutionné la physique. Et il publie la relativité restreinte et très rapidement, il se rend compte que la théorie n'est pas complète parce qu'elle n'inclut pas la force de gravitation, qui était alors décrite par la gravitation universelle de Newton. Et pendant 2 ans, il ne travaille pas énormément sur ce sujet. Et en 1907, il va découvrir en fait, le principe directeur qui va lui permettre d'intégrer la gravitation dans le cadre de la relativité et qui va faire le lien entre gravitation et l'espace-temps de la relativité restreinte. Et à partir de ce moment-là, il va lui falloir 8 ans de travail, presque solitaire. Il va travailler avec une seule personne, qui est le mathématicien Marcel Grossmann, donc, qui était un de ses amis, avec qui il a fait ses études à l'université de Zurich. Et Marcel Grossmann était un géomètre de premier plan, il était enseignant à Zurich, à l'université de Zurich. Ils vont travailler tous les deux. Et ça aussi, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que pendant 8 ans, avec acharnement, il a travaillé seul, alors que toute la communauté ne comprenait pas pourquoi il travaillait sur ces questions. En fait, il était presque le seul à voir la nécessité de travailler sur ces questions-là. Donc ça, c'est important parce que ça fait partie des gens dont ils résolvent souvent des questions où vous n'avez même pas idée qu'il y a question. Et ça, c'est aussi important et c'est souvent le cas des grands scientifiques.
Alors, la théorie de la relativité générale, ce qui va être important de comprendre, c'est que, bien sûr, il y a des équations, mais que ce n'est pas simplement des équations. On réduit souvent les théories scientifiques à des équations, et ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que plus qu'un ensemble d'équations, c'est une image du monde qui a été traduite en équations. Et ça, c'est quelque chose qui est important, parce que ce qu'on propose, c'est de penser donc un changement qui n'est pas simplement technique, mais aussi philosophique. Dès qu'il va publier sa théorie en 1915, on est pendant la guerre, donc bien sûr les idées ont plus de mal à se disséminer à travers l'Europe. Et la théorie va attirer l'attention de Arthur Eddington, qui travaille à Cambridge. Il faut savoir que Arthur Eddington est un pacifiste, il n'est pas parti en guerre, il est resté dans son bureau à Cambridge. Il lit le papier d'Einstein et se rend compte qu'il pourrait y avoir une vérification observationnelle d'une des prédictions de la relativité générale, la déflexion de la lumière. Et en 1919, il va pouvoir mener cette expédition qui va mener à... Ah oui, ça fonctionne. Ah oui, c'est l'angle, d'accord. Qui va mener à, donc je reviendrai bien sûr là-dessus, à cette déflexion de la lumière. Et voici ici ce qui était le fax du New York Times. Vous voyez, donc on a détecté la déflexion de la lumière. Et on parle d'une théorie donc, qui n'est accessible que pour 12 hommes sages. Donc on se rend compte d'une théorie très très élitiste, comprise par personne, qui va devenir une sorte d'icône de la théorie scientifique que l'on ne peut pas comprendre, qui est une théorie, le fait d'un génie solitaire. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi il en a été ainsi. Donc cette théorie est magistralement vérifiée. Eddington annonce les résultats de cette expérience à la Royal Astronomical Society sous le grand portrait de Newton, donc il y a un côté un peu drame. Et malgré ça, la théorie qui va avoir finalement ce succès expérimental plus un autre sur lequel je vais revenir après, donc elle vérifie tout ce qu'elle prédit. C'est une théorie qui semble magique, mais elle n'attire que peu l'attention des chercheurs de l'époque. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Tout d'abord, la jeune génération de physiciens a plutôt tendance à travailler sur la mécanique quantique parce que c'est une théorie qui attire une grande communauté, donc il y a beaucoup de débats, il y a des expériences, il y a des progrès d'année en année. Il suffit de regarder les prix Nobel des années 20, eh bien, ils vont presque tous à des résultats de mécanique quantique. Et donc là, il y a un vrai débat. Donc ça, c'est le premier point. Einstein, de son côté, était presque seul à travailler sur sa théorie et n'avait pas fait école autour de lui. Le deuxième point, c'est que la théorie repose sur des mathématiques qui, à l'époque, sont des mathématiques qui ne sont pas enseignées dans beaucoup d'universités. Ce sont des mathématiques très très jeunes, la géométrie différentielle. Et donc, ce n'étaient pas des mathématiques que tout astrophysicien, tout physicien maîtrisait. Et donc, bien sûr, il y a une barrière. Il a fallu s'approprier ces mathématiques. Et ça, c'est quelque chose qui est assez général en sciences. Quand vous faites de la physique, vous cherchez comment formaliser un certain nombre de phénomènes, écrire des théories. Et parfois, vous devez apprendre des nouvelles mathématiques, et il se trouve que ça vous demande un effort, et ces mathématiques ne sont peut-être pas enseignées, vous ne les avez pas apprises quand vous étiez à l'école. Et donc ça veut dire qu'il faut retourner finalement sur ces bancs de l'école pour apprendre ces techniques-là. Et puis, la troisième chose, c'est que la théorie a bien deux prédictions qui ont été vérifiées, mais les effets de cette théorie dans le système solaire, sur Terre, sont très très faibles, au-delà de tout ce qu'on est capable de mesurer à l'époque. Et donc, ce que l'on va faire, c'est adopter ce qu'on appelle une attitude néoplatonicienne, dans laquelle on va dire, oui, il y a des petits écarts à la loi de Newton de la gravitation, on va prendre ces petits termes, on va les rajouter à la loi de Newton, mais finalement, on n'a pas besoin de faire cette révolution philosophique, métaphysique, de changer notre façon de voir l'espace et le temps. Parce que finalement, c'était ça qui était difficile. Et donc, toute la communauté astrophysique va se complaire dans cette interprétation néoplatonicienne. On pense l'espace et le temps comme à l'époque de Newton, on rajoute quelques termes dans les équations et tout marche très bien. Donc ça, c'est important parce que ça vous montre qu'il a fallu beaucoup de temps avant que ces barrières soient passées et la théorie, finalement, a été ignorée pendant plusieurs décennies. Alors, pour comprendre vraiment ce que propose Einstein, comme il vous demande de changer votre vision du monde, il faut comprendre sur quoi elle repose et qu'est-ce qui a guidé Einstein pour arriver à cette nouvelle vision du monde. C'est important de souligner parce qu'on est quand même dans une ère qui est beaucoup plus médiatique qu'il y a un siècle. Et dans les journaux, on parle souvent de révolution sur notre façon de voir le cosmos, de penser la physique. En fait, Einstein, quelque part, ne s'est placé nullement en révolutionnaire. Il n'est pas arrivé en se disant « je vais faire une théorie qui va être meilleure que toutes les autres ». Quelque part, il y a été forcé. Et ça, on le voit dans une citation qui vient de son livre « Comment je vois le monde ». C'est un livre que les plus jeunes, même les autres, doivent lire parce qu'il explique vraiment ce lien entre la réflexion sur la nature et la philosophie. Et voilà ce qu'il dit. « En traitant de l'objet particulier de la théorie de la relativité, je tiens à préciser que cette théorie n'a pas de fondement spéculatif, mais que sa découverte se fonde entièrement sur la volonté persévérante d'adapter le mieux possible la théorie physique aux faits observés.
Point n'est besoin de parler d'actes ou d'actions révolutionnaires, puisqu'elles marquent l'évolution naturelle d'une ligne suivie depuis des siècles. Donc vous voyez, ça c'est le physicien théoricien qui travaille. On connaît les théories de la nature qui ont été développées depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. À chaque théorie, on sait qu'il y a un domaine de validité. On sait qu'il peut y avoir potentiellement des incompatibilités entre différentes théories, entre des théories et l'expérience. Et le but n'est pas simplement de se poser en révolutionnaire, mais c'est de trouver dans cette ligne-là le principe directeur qui va vous permettre d'étendre ces théories. Parce que si la gravitation de Newton est une bonne théorie de la gravitation, ça veut dire que dans son domaine de validité, eh bien, elle est très efficace, et que si je fais une nouvelle théorie de la gravitation, quand je serai dans la même théorie, je dois retrouver ce que prédisait Newton. Donc on n'est pas là pour changer les choses pour le plaisir de les changer, on est là parce que la nature, en nous montrant des incohérences, nous force à changer cette description. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment l'essence de la physique, et on va changer cette vision du monde que si on a une incompatibilité avec l'expérience, entre deux phénomènes ou entre deux types de théories. Et ça, c'est important, et si vous regardez selon ces critères, vous allez voir que vous allez pouvoir classer l'évolution des sciences en ce qu'on appelle des révolutions scientifiques, mais il y en a de deux types. Il y a bien sûr les révolutions scientifiques qui vont être plutôt dirigées par le fait qu'on va avoir des nouveaux instruments. Si vous avez des nouveaux télescopes, vous inventez le microscope, vous voyez des objets qui ne sont pas dans votre théorie, donc vous allez devoir étendre vos théories pour inclure ces nouveaux phénomènes, ces nouveaux objets. Et puis vous avez des révolutions qui sont beaucoup plus rares, qui sont des révolutions conceptuelles où il n'y a pas besoin de faire de nouvelles observations. On se rend compte qu'il y a des incohérences entre théories, et finalement, d'un point de vue pour être satisfait de la cohérence de l'édifice, eh bien, on doit créer de nouveaux objets mathématiques. Donc en fait, on voit des faits anciens avec un nouveau vocabulaire, avec un nouveau langage. Et c'est finalement ce que va proposer Einstein. Alors, comme il nous dit que c'est issu d'une longue tradition, il va falloir voir quelle est cette traduction, sur quoi repose la réflexion d'Einstein. Alors, je ne vais pas remonter jusqu'au grec, parce que sinon on sera encore là demain matin. Mais on ne peut pas ne pas commencer à l'époque de Newton. Donc, j'ai repris une partie de ce que Newton nous écrit au début du texte de ses Principia, où il parle de l'espace et du temps. Et ce qui est important dans cette définition, donc qui est la traduction de la Marquise du Châtelet en 1759, ici, c'est que Newton nous dit faites attention. Quand vous parlez de l'espace et du temps, vous ne devez pas confondre deux choses. L'espace, c'est le temps tel que vous le sentez, tel que vous en avez l'intuition, et la représentation mathématique que je vais faire de cet espace et de ce temps. Et il nous le dit très bien, il dit, pour les éviter, donc ces confusions, il faut distinguer le temps, l'espace, le lieu et le mouvement en absolu et relatif, vrai et apparent, mathématique et vulgaire. Notre intuition nous donne une idée de ce qu'est l'espace vulgaire, celui dont nous avons une intuition. Nous allons en faire une représentation mathématique. Cette représentation, elle peut être tout à fait déconnectée de notre intuition, et plus nous allons progresser dans la compréhension de l'espace et du temps, plus nous allons comprendre l'espace et le temps à des petites échelles, plus cette représentation peut nous sembler déconnectée de notre intuition vulgaire. Et ça, il faut l'admettre. Et si votre description mathématique ne colle pas avec l'expérience, eh bien, vous avez le droit de changer cette représentation mathématique. Donc, il ne faut pas confondre la description de l'objet et l'objet lui-même. En ce qui concerne le temps, il nous dit la même chose. Le temps absolu, vrai et mathématique, qui est sans relation à quoi que ce soit d'extérieur en lui-même et sa nature, coule uniformément, on l'appelle aussi durée. Donc vous avez une notion intuitive du passage du temps. On va décrire ce temps par un certain objet mathématique. Il ne faut pas confondre les deux. Donc vous voyez, il a cette idée qu'il existe un espace et un temps mathématiques qui sont absolus. Et bien sûr, la grande difficulté de la physique, c'est de mettre en relation cette modélisation mathématique avec ce que l'on mesure, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une règle, qu'est-ce que c'est qu'une horloge, comment je sais qu'une règle mesure les mêmes distances aujourd'hui et dans un an, comment est-ce que je sais que deux montres mesurent le même temps. Et ça, c'est des questions que les physiciens doivent se poser pour faire le lien entre leur théorie et le monde extérieur. Donc à l'époque de Newton, si on se pose la question de savoir de quoi est constituée la réalité, qui est finalement la question la plus importante qu'on peut poser à un physicien théoricien, on fait des découvertes, mais à la fin, le but est de dire finalement c'est quoi la réalité, qu'est-ce qu'il y a en dessous de toutes ces particules, de toutes ces forces, qu'est-ce qui est l'essence de cette réalité. À l'époque de Newton, les choses sont finalement assez simples. On a l'espace, on a le temps, il en donne une formalisation mathématique, et puis on a des particules. Alors ces particules, ça peut être plus ou moins gros, on peut considérer qu'une planète est une particule ou un ensemble de particules. Ces particules peuvent former des gaz. Et ces particules interagissent par deux grands types de forces. Il y a les forces qu'on appelle les forces de contact, c'est les chocs entre particules, ce sont les frottements. Et puis il y a une seule force qui n'est pas de ce type-là, qui est la gravitation, qui elle est une force qui agit à distance.
La Terre agit sur la Lune à distance, et c'est ce que va formaliser Newton dans sa loi de la gravitation universelle, avec cette force qui agit à distance, qui est proportionnelle aux masses. Plus les objets sont lourds, plus ils s'attirent, et qui est inversement proportionnelle au carré de la distance entre les masses. Plus les masses sont loin, moins elles s'attirent. Donc il fait cette description, et cette description mathématique de la force de gravitation, dans ce contexte, dans cette formalisation de l'espace et du temps qu'il propose dans les Principia, va avoir un succès énorme. On va comprendre toute la mécanique du système solaire. Ça va être l'ouverture de la porte vers ce qu'on appelle la mécanique analytique, les travaux de Lagrange, ainsi de suite, pour comprendre comment évolue le système solaire. Donc tout le monde semble content de cette force, et la première personne qui n'est pas satisfaite de cette modélisation, c'est Newton lui-même. En fait, parce que Newton, lui, comprend vraiment les fondements de ce qu'il fait, pas simplement de savoir si ça marche avec l'observation, mais quelle est la nature de la loi qu'il présente. Et voilà ce qu'il dit dans une lettre à Richard Bentley en 1692, je vais essayer de lire là-dessus. Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par qui et par... Excusez-moi, parce que c'est écrit petit sur mon écran. Et par quoi et à travers quoi leur action... Si je le lis comme ça, c'est mieux, c'est peut-être mieux. Leur action et force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité dont je crois qu'aucun homme ayant la faculté de raisonner de façon compétente dans les matières philosophiques puisse jamais se rendre coupable. Donc vous voyez ce que dit Newton, il dit c'est absurde. J'ai bien sûr écrit mathématiquement une force qui agit dans le vide à distance de façon instantanée entre deux corps, la Terre et la Lune. La Terre bouge un peu, ça change l'action de la Terre sur la Lune. Il n'y a rien pour faire passer cette force, cette information de la Terre à la Lune. C'est une absurdité. Et lui le sait, et il se rend compte que dans sa théorie, il y a deux questions ouvertes. C'est pourquoi est-ce qu'on a cette interaction à distance, donc qui peut avoir un effet jusqu'à l'infini. Si vous bougez la Terre ici, ça a un effet à l'infini. Alors un effet infime, mais ça va agir sur les corps qui sont à l'infini dans l'univers. Et puis, qu'est-ce que l'espace ? Parce qu'il a supposé que c'était cet espace mathématique, mais finalement, c'est quoi l'essence de cet espace ? Donc ça, c'est les deux questions que Newton, qui le laissent insatisfait. Et une raison pour laquelle cette notion sur la nature de l'espace vont le laisser insatisfait, c'est qu'il suppose l'existence d'un espace et d'un temps absolu, mais il connaît les travaux de Galilée. Vous savez, ces fameux travaux et cette phrase qui dit que le mouvement est comme rien, si vous êtes dans un train et que vous fermez toutes les vitres dans ce train, vous n'avez pas accès à l'extérieur, que ce train se déplace à vitesse constante par rapport au quai, vous ne pouvez pas mettre par une expérience de physique en évidence le fait que vous êtes en mouvement avec une vitesse constante par rapport au quai. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en évidence avec des expériences de physique cet espace absolu, cet espace de Newton par rapport auquel on écrit toutes nos lois de la physique. Il se trouve que si ce référentiel n'est pas en mouvement uniforme, par exemple si vous êtes sur un manège qui tourne, alors il apparaît des forces bizarres. On appelle ça en physique des forces fictives. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, je n'avais jamais compris d'où venaient ces forces fictives, pourquoi on les rajoutait dans un cas, pourquoi dans un autre on ne les mettait pas. Si on décrit la physique sur un manège depuis l'intérieur du manège ou depuis l'extérieur du manège, on va utiliser deux langages différents. Alors qu'on décrit la même physique, on va arriver à la fin au même résultat, mais la façon de concevoir les choses est différente. Et ça va laisser à la fois Newton et Einstein de façon très insatisfaits. Donc on ne comprend pas cette chose-là, et puis surtout on se rend compte que cet espace peut exister mathématiquement, on ne peut pas mettre la main dessus. Au mieux, on pourrait mettre la main sur une classe d'équivalence de ces espaces-temps, mais je ne peux pas dire que voilà l'espace-temps, parce que si je suis dans un espace-temps qui est en train de se déplacer à vitesse constante par rapport à celui-ci, je ne peux pas faire la différence. Donc on est un petit peu bloqué. On est bloqué, et ce qui va débloquer la situation, c'est la découverte de l'électromagnétisme. Ça se passe un tout petit peu après, on se découvre, alors tout le monde connaît les boussoles, la boussole montre le nord, et on se rend compte que les boussoles, finalement, il y a une action à distance qui se passe sur cet objet, une petite aiguille, qui va se mettre à tourner alors qu'on n'agit pas dessus. Pourquoi est-ce qu'elle tourne ? Elle a aussi une force à distance, donc quelque chose qui est très similaire à la gravitation. Et en fait, c'est l'étude de ces forces électriques et magnétiques qui va vraiment modifier notre façon de concevoir la réalité. Et le personnage important dans cette histoire, c'est quelqu'un qui s'appelle Michael Faraday, qui est un scientifique anglais. Et Faraday, c'est quelqu'un qui n'avait pas une grande éducation en mathématiques, mais il va avoir une intuition assez géniale. Il va se dire, si ça agit, c'est qu'il existe quelque chose partout dans l'espace qui dit à la boussole dans quelle direction aller. Et il va appeler ça le champ magnétique. Donc il introduit ce nouveau concept. Alors à l'époque, si vous aviez demandé à Faraday d'expliquer le champ magnétique en fonction de ce que les gens connaissaient, il était incapable de l'expliquer puisqu'on ne connaissait que des particules. Donc on ne pouvait pas expliquer le champ en fonction de particules. C'était quelque chose d'une nature complètement nouvelle. On avait, donc dans son idée, c'est qu'un aimant va créer un champ magnétique, voilà, qui est quelque chose d'abstrait, qu'on ne le voit pas, on a l'impression que ce n'est pas quelque chose de matériel, mais ce champ a la possibilité d'agir sur votre boussole qui va s'aligner le long de ces lignes de champ magnétique. On peut le matérialiser si on met de la limagne de fer autour d'un aimant, on voit que la limagne
fait ces lignes, ce sont des lignes de champ magnétique. Donc on a ce nouvel objet dans la nature, les champs magnétiques, et on doit accepter qu'ils existent et on va voir ce qu'on peut faire après, avec. Et c'est ce que Maxwell va faire. Il va se baser sur cette notion de champ magnétique, de champ électrique, pour écrire sa théorie de l'électromagnétisme. À partir de là, on voit qu'avec Faraday et Maxwell, la nature n'est plus composée simplement d'espace, du temps et de particules. Il faut rajouter aussi ces champs. Et ces champs, ils peuvent agir sur les objets, comme les boussoles, sur les charges électriques. Ils ont une énergie. Ils peuvent engendrer le déplacement de charges et de courants. Donc, ils sont quelque chose d'effectif. Donc, vous voyez, ils existent bien, on peut les manipuler. Je peux créer un champ électrique comme je veux, un champ magnétique comme je veux. D'ailleurs, c'est ce que je fais, par exemple, dans le CERN, pour faire tourner des particules. Je sais prévoir quel type de champ magnétique il faut pour agir sur la particule, pour qu'elle tourne en rond. Donc, on a des champs qui existent, et ces champs permettent d'expliquer l'action à distance, puisqu'on ne voit rien qui agit, il n'y a pas de choc, mais ils sont un intermédiaire entre la source du champ magnétique et la boussole qui va bouger. Donc, on peut imaginer que peut-être la gravitation a à voir avec l'existence d'un champ gravitationnel. Alors, on en est là, et on arrive en 1905, au moment où les travaux d'Einstein vont commencer, avec sa théorie de la relativité générale. Et en fait, cette théorie, elle montre une incompatibilité entre deux théories. La théorie de l'électromagnétisme de Maxwell d'un côté, et puis la dynamique telle qu'elle était, la cinématique telle qu'elle était écrite par Galilée. Pour Galilée, si vous marchez à une certaine vitesse dans un train qui roule par rapport à une certaine vitesse par rapport au quai, votre vitesse par rapport au quai est la somme des vitesses. Ça, c'est clair. Disons, c'est ce qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Dans l'électromagnétisme, on arrive à prévoir, et ça ce sont les travaux de Maxwell, que la lumière est une onde électromagnétique, qu'elle a une certaine vitesse de propagation, mais que cette vitesse de propagation est toujours la même dans le vide. Donc vous voyez, quand dans le dictionnaire on vous donne la vitesse de la lumière, on dit c'est 299 blablabla km par seconde, on ne vous dit pas par rapport à quoi. Si on ne vous dit pas par rapport à quoi, c'est qu'elle est la même partout dans le vide. Ce qui veut dire que si vous la mesurez dans un train en mouvement, par rapport au quai, d'un côté vous mesurez v plus la vitesse de la lumière, et de l'autre côté ça doit être aussi égal à la vitesse de la lumière. Donc les vitesses doivent s'additionner de la façon que v plus c égale c, quelle que soit la vitesse v. Et ça, c'est quelque chose qui est incompatible avec ce que Newton connaissait. Alors pour lever cette contradiction entre les deux prédictions des théories, celle-ci étant vérifiée expérimentalement, eh bien Einstein va postuler que dans tous les référentiels, la vitesse de la lumière reste la même et qu'il va inventer une loi d'addition des vitesses qui vérifie ça. V plus C égale C, quel que soit V. Donc ça veut dire qu'on a un élément absorbant dans cette loi de composition des vitesses et ça va être la base de sa théorie de la relativité restreinte. Dans ce cas-là, eh bien, déjà, ça remet en cause la structure de l'espace et du temps Newton parce qu'on n'a plus de temps absolu. Si vous mesurez la durée entre deux événements, par deux observateurs qui auraient chacun des montres identiques. Il y en a un qui reste ici, l'autre qui va faire le tour du système solaire, qui revient ici. On compare nos montres. Les temps entre nos deux rencontres ne sont pas les mêmes mesurés par nos montres. Alors bien sûr, il faut vérifier que ce n'est pas un effet de la montre. On va faire une mesure systématique de cette chose-là et on peut vérifier que c'est un véritable effet. L'état de mouvement affecte la façon dont le temps s'écoule pour un observateur. Et donc ça remet en cause la notion de simultanéité et ainsi de suite. Donc déjà, la relativité restreinte remet en cause tous les fondements sur lesquels sont basées notre intuition, qui est celle de la physique newtonienne. Donc à cette époque, eh bien, la réalité est faite non plus d'espace et de temps, mais d'un objet mathématique à 4 dimensions qu'on appelle l'espace-temps, dans lequel vivent des champs et des particules. À ce niveau-là, et c'est vraiment là où Einstein commence sa réflexion, eh bien, on a toujours le problème de mettre en évidence cet espace-temps et le problème de ces forces fictives qui restent là. Et puis, bien sûr, la notion de la gravitation, mais peut-être que cette notion de champ va être capable de nous aider pour inclure la gravitation dans cette vision-là. Donc voilà où on en est au moment... Tout ça, Einstein l'avait appris à l'école. Il connaissait tout ça sur le bout des doigts parce qu'il a fait ses études à Zurich avec les plus grands professeurs de physique de l'époque. Il connaissait tout ça sur le bout des doigts et c'est ça qui le dérangeait. Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'expérience. Vous êtes gêné par tout votre savoir. Il y a un problème comme si votre savoir était un ensemble de pièces de puzzle et que ces pièces n'arrivent pas à se mettre ensemble et ça vous empêche de dormir. Et ça a empêché Einstein de dormir pendant des années. Donc pendant quelques années, pendant 2 ans en fait, il ne va rien faire sur ce sujet et il nous explique finalement ce qui a été à l'origine de le déclic, un petit peu le eureka, le moment où il va comprendre le chemin qu'il doit suivre pour modéliser la gravitation. Et donc ça, c'est retranscrit dans ce livre d'Abraham Pais, qui est une des meilleures biographies d'Albert Einstein, Subtle is the Lord. Et voilà ce qu'il dit. « J'étais assis à mon bureau de l'Office des brevets à Berne. Soudain, je pensais que si quelqu'un tombait en chute libre, il ne sentirait pas son propre poids. Je fus surpris.
Cette simple pensée fit une sorte d'impression sur moi, car pour un observateur tombant d'un toit, il n'existe pas de champ de gravitation. S'il laisse tomber des objets, ils resteront au repos par rapport à lui, ou en mouvement uniforme. Il est donc en droit de se trouver au repos. Donc ce que Einstein réalise, c'est que si vous tombez, s'il n'y a pas de frottement, c'est ce que Galilée nous avait dit, l'universalité de la chute libre, tous les corps tombent de la même façon. Donc si je tombe, que je laisse tomber ce pointeur, eh bien il tombe de la même façon, donc il est au repos par rapport à moi, il va toujours rester à la même distance de moi. Si je n'ai pas la possibilité d'avoir une référence visuelle par rapport à l'extérieur, eh bien je ne peux pas savoir si je suis en chute libre ou si je suis au repos. Donc c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée de l'ascenseur d'Einstein. Si vous êtes dans un ascenseur complètement fermé et que vous tombez, vous avez un objet, il reste immobile par rapport à vous, donc vous ne pouvez pas mettre, vous n'avez pas d'expérience physique qui vous permet de mettre en évidence le fait que vous êtes en train de tomber dans un champ de gravitation. De façon similaire, si vous... Ah oui, c'est ici, pardon. Ça, on est attiré vers le haut, pardon. Donc là, on coupe, il y a Einstein qui coupe, donc on est en chute libre. Et donc, vous voyez, le bilboquet reste à la même distance de vous. Là, si je n'ai pas de gravitation et que je tire l'ascenseur vers le haut, eh bien, cette force d'accélération vers le haut simule à l'intérieur de cette cabine quelque chose qui ressemble beaucoup à de la gravitation. Donc, on pourrait croire qu'il y a la gravitation, le bilboquet est tiré vers le bas. Donc, on arrive à cette idée qu'on peut, d'une certaine façon, effacer dans un petit volume le champ de gravitation. Donc ça, c'est l'expérience qui va mettre Einstein sur la voie, et c'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Galilée déjà nous en avait parlé. Il nous dit que si on retire tous les frottements, eh bien, les corps doivent descendre avec la même vitesse, tomber de façon identique. Alors pour ça, déjà pour Galilée, ça avait été quelque chose de conceptuel, parce qu'il fallait retirer l'effet des frottements de l'air pour arriver à cette conclusion. Si vous êtes dans l'air, la force de frottement dépend de la masse, dépend de la forme de votre objet, et donc cette loi est manifestement violée. Et ça encore, c'est un principe qui va être mis au cœur des principia de Newton, qui connaissait ces résultats, et il va dire que la force est toujours proportionnelle à la quantité de matière des corps, donc la force de gravitation est proportionnelle à la masse, et cette masse, il ne faut pas la confondre avec ce qu'on appelle l'inertie, qui est cette autre masse qui vous dit que quand vous poussez sur un objet, plus cet objet est lourd, plus vous avez du mal à le mettre en mouvement. Donc ces deux notions de masse, a priori, sont différentes. Et ce que nous dit Galilée, c'est que ces deux masses, eh bien, elles sont confondues, elles valent la même chose, elles ont la même valeur numérique, mais conceptuellement, elles sont différentes. Dans le cas, si je suis capable de retirer les flottements de l'air, donc si je vais dans l'espace ou sur la Lune, eh bien, je vais être capable de mettre en évidence ce fait que j'ai dû auquel j'ai dû arriver par mon raisonnement. Alors ça, c'est bien, mais ça ne nous dit pas à quel point c'est vrai. Peut-être que c'est vrai à 1% ou à 1 millième ou à un 100 millième, mais est-ce que c'est vraiment vrai tout le temps? Donc pour ça, il faut le vérifier. Et j'aimerais vous en parler un tout petit peu. Donc il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'aller à Brême. À Brême, vous avez cette tour qu'on appelle la tour Zarm, qui fait 146 mètres de haut. Et vous pouvez faire le vide dans la tour. Vous avez un module qui est comme ça, avec une plateforme ici, qui est fermée. Et vous allez pouvoir lâcher ce module du haut de la tour, donc il va tomber jusqu'en bas. Vous avez une chute libre qui dure 4 secondes 74. Donc pendant 4 secondes 74, vous êtes en chute libre. Et donc l'idée de l'expérience qu'on a faite, là c'est vraiment de la haute technologie. À l'intérieur, on a mis, dans ce petit module, on a mis 2 balances ici. Sur la première balance, il y a une masse de 1 kg. Donc vous voyez, donc ça veut dire quoi? Il y a une masse de 1 kg sur une balance, il faut bien comprendre. Donc une balance, c'est un petit ressort qui appuie et qui fait tourner l'aiguille. Donc la masse de 1 kg, à cause de la gravitation, fait une force verticale vers le bas sur ce ressort. Ce ressort est compressé, fait bouger l'aiguille et ça marque 1 kg. C'est ça une balance, une balance pas électronique, une balance mécanique, c'est comme ça que ça marche. Et ici, j'ai une pomme, et vous voyez, on voit que la pomme fait 200 grammes. Donc l'idée, c'est qu'on a mis ça avec une caméra GoPro à l'intérieur de je sais pas comment on appelle ça, de cet obus qui va tomber du haut de la tour jusqu'en bas. Et donc, on va être en chute libre. Et donc, si la balance tombe de la même façon que la masse, ça veut dire que la masse n'appuie plus sur le ressort. Et donc, ce qu'on doit voir, c'est que les aiguilles reviennent vers zéro. D'accord? Donc ça, c'est l'expérience. Alors, on peut faire ça de façon très précise. Et donc, voilà, en fonction du temps, la précision avec laquelle on a vérifié ce principe. Donc, s'il est vrai, oubliez ce truc-là, le nombre que je trace doit valoir strictement 0. Alors, Galilée, on pense qu'il le savait à 10%. Newton a fait des expériences avec des pendules pesants. Il arrivait à une précision de 1 millième,
qui ont été reprises par Friedrich Bessel. Vous voyez, lui, il arrive à 1/100 millième, c'est déjà pas mal. Et puis ensuite, on a changé de technologie, on a utilisé des balances de torsion qui nous ont permis d'arriver à 10-7 à peu près. Et puis, en utilisant finalement les rétroréflecteurs qu'on avait déposés sur la Lune, on peut mesurer la distance de la Lune. On vise avec un laser depuis la Terre, donc 3 lasers en fait depuis la Terre. La Lune, on peut calculer le temps aller-retour de ce laser et donc mesurer la distance Terre-Lune avec une précision d'1 centimètre depuis une trentaine d'années. Et ça vous permet de savoir, de vérifier que la Terre et la Lune tombent de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil. Et vous arrivez à une précision de 10-13. Donc ça, il n'y a rien dans la physique qui vous dit que ça doit être toujours vrai. Je peux écrire les lois de Newton avec ce truc-là qui ne soit pas strictement zéro. Il se trouve que c'est vrai, c'est donc un fait phénoménologique, une observation de la nature. On n'a pas de compréhension théorique de pourquoi on doit avoir cette égalité. Donc on appelle ça le principe d'équivalence, mais bien sûr, on aimerait comprendre pourquoi est-ce que ce principe est à l'œuvre dans notre univers. Alors on a lancé... Le CNES a lancé au mois d'avril dernier un satellite, le satellite Microscope, qui est parti le 25 avril depuis Kourou sur un lanceur Soyouz. Il devait partir le vendredi soir, il y avait du vent, tout ça, on était tous au CNES et en fait, voilà, le cocktail a été annulé parce qu'il y avait du vent. Et donc finalement, ça a été lancé que le lundi. Et dans ce satellite, vous avez une masse ici de platine et une de titane, qui sont 2 cylindres, qui sont l'un dans l'autre, qui ont des masses différentes, des compositions chimiques différentes. Et donc ce satellite est en orbite autour de la Terre, et ce qu'on vérifie, c'est que ces 2 masses d'épreuves tombent de façon identique dans le champ de gravitation de la Terre. Et on est capable, on pense... Alors en fait, c'est pas encore public tout ça. Quoi, si ça c'est public, les résultats... ne sont pas publics. Le CNES est en commissioning sur ces jeux-là, donc je ne pourrais rien en dire. Mais on pense pouvoir améliorer d'un facteur 100 cette contrainte sur la validité du principe d'équivalence. Donc on voit que si on est en chute libre, il semble qu'en gros, jusqu'à 10-13, peut-être 10 puissance moins 15, on est capable d'effacer le champ de gravitation. Donc vous voyez déjà, ça nous pose une question, c'est que ça dit quelque chose de très profond sur la nature de ce champ de gravitation. Le fait, c'est que si je suis capable d'effacer la gravitation, est-ce qu'elle existe vraiment? Un truc que vous êtes capable d'effacer, est-ce que vous pouvez être sûr que ça existe? Et là, il a fallu tout... Alors, c'est ça, les 8 ans de travail d'Einstein, c'est de comprendre, de dire, ah oui, je me suis rendu compte que je pouvais effacer la gravitation. C'est quoi la gravitation? Et il s'est rendu compte, il y a une chose que je ne peux pas effacer, c'est si le champ de gravitation change. Eh bien, en fait, le champ de gravitation, il n'est pas strictement le même partout. Il y a par exemple, si vous vous déplacez, la force de gravitation est vers le centre de la Terre, donc ce n'est pas exactement la même direction. Eh bien, ça, c'est à l'origine de ce qu'on appelle les forces de marée. Alors, vous pouvez enlever la gravitation. La chose que vous ne pouvez pas supprimer, ce sont les forces de marée. Et ce que va comprendre Einstein, c'est que les forces de marée, eh bien, ça peut se modéliser par une géométrie que l'on va associer à l'espace-temps. Donc voilà ici, pour vous donner un exemple de ces forces de marée, si je prends une boule d'eau, par exemple, qui est en orbite autour de la Terre, elle ne va pas rester de forme sphérique parce qu'une particule qui est en bas de la goutte d'eau est un peu plus attirée vers le centre de la Terre parce qu'elle est plus proche du centre de la Terre qu'une particule qui est là. Donc la force de gravitation est plus forte ici qu'ici. Et puis, par exemple, le point P3 et P4, vous voyez, la force de gravitation n'est pas dans la même direction parce qu'elles sont vers le centre de la Terre, donc elles ne sont pas parallèles. Pour pouvoir supprimer la gravitation partout, il faudrait que la Terre soit plate et infinie. Et dans ce cas-là, on aurait une équivalence stricte, parce qu'on aurait un champ de gravitation uniforme, on aurait une équivalence stricte et on ne pourrait pas mettre en évidence la gravitation. Mais là, comme le champ de gravitation est vers l'intérieur de la Terre, eh bien, il change. Et donc, on peut le supprimer dans un tout petit volume, mais dès qu'on regarde un volume un peu plus grand, eh bien, on met en évidence le fait qu'il change. Et ça, ce sont les forces de marée. Et ce que va comprendre Einstein, c'est qu'à partir de ça, on peut changer notre façon de voir complètement et la gravitation et l'espace-temps. Alors voilà ce qui se passe si je fais Newton versus Einstein. Chez Newton, la Terre tourne autour du Soleil. Pourquoi? Parce que la Terre évolue dans un espace-temps qui n'a pas de géométrie. S'il n'y avait pas de force, la Terre irait tout droit, c'est le principe d'inertie. Et il y a une force qui tire la Terre vers le Soleil, et donc ce qui fait que la Terre tourne en rond autour du Soleil. Donc chez Newton, c'est géométrie plane, donc pas de géométrie, plus force centrale, donc vers le centre du Soleil, égale mouvement circulaire. Voilà, c'est ce que vous apprenez en classe préparatoire avec plein de calculs. Et ce que nous dit Einstein, il nous dit, attention, non, moi je vois les choses, ici j'ai des boules dans un bol, elles vont tourner en rond. Et lui, Einstein nous dit, non, je ne suis pas sur une surface plane, j'ai une surface qui est courbe, l'espace-temps a une géométrie, il est courbé, je n'ai plus de force, j'ai rien qui tire vers l'intérieur, et donc mon équation, c'est surface courbe plus aucune force égale mouvement circulaire. Donc vous voyez, à la fin, on obtient la même chose. Physiquement, on a des planètes qui tournent autour de leurs étoiles, mais
on a changé la représentation, on n'a plus de force, et on a changé la géométrie de l'espace-temps. Donc vous voyez, ce n'est pas l'équation qui est importante ici, c'est ce qu'il y a derrière l'équation. Et mathématiquement, ça va être des structures très très différentes. Donc voilà où on arrive dans cette histoire avec Einstein 1915, c'est qu'il a dit, eh bien, l'espace est le champ de gravitation. L'espace et le temps, ce sont eux-mêmes la gravitation. Et cette gravitation, on peut la décrire par une géométrie de cet espace et de ce temps. Donc en fait, vous voyez, on a une nouvelle unification entre l'espace, le temps et ces champs, donc le champ de gravitation, qui vont s'unifier pour donner un seul objet. Donc on a complètement changé la nature des objets qui existent dans notre univers. L'espace-temps, finalement, ne vient plus en premier, il est une façon de voir le champ de gravitation. Et ça, c'est vraiment l'essence de la relativité générale. Et à partir de ça, on peut le mettre en équation, et c'est ça qui a pris 8 ans à Einstein, c'est mettre ces idées-là en équation, et on obtient une équation qui est la suivante. Alors je vous la montre, parce que même si on n'y comprend rien, il faut la voir, hein, ces genres de trucs, c'est comme également ceux il faut voir les choses. Donc G, ça vous fait penser à géométrie. Bon, ça s'appelle le tenseur d'Einstein, mais on peut penser à géométrie. Et puis ici, c'est la matière. Et puis entre les deux, il y a une constante. Bon, 8pi, ça c'est des maths. G, c'est la constante de gravitation, la constante de Newton. Et C, c'est la vitesse de la lumière. Donc on a une belle équation qui vous dit, si j'ai de la matière, ça va créer la géométrie de l'espace-temps. Et si je connais la géométrie de l'espace-temps, cette géométrie me dit comment la matière se déplace. Et donc on a quelque chose de tout à fait cohérent. Et ces équations, en principe, si je suis capable de les résoudre, je vais sortir la structure de l'espace-temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est bien beau d'écrire une équation, mais il faut les résoudre. Alors, ces équations-là, mathématiquement, ce sont des équations impossibles à résoudre, en fait. Impossibles dans le sens où, aujourd'hui, aucun mathématicien n'est capable de les résoudre parce que nous n'avons pas de théorème même sur l'existence, l'unicité de ces solutions. Ce sont des équations qu'on appelle aux dérivées partielles. Il y en a 10 qui sont couplées, qui sont non linéaires. Bref, on ne sait pas résoudre de façon générale ces équations. On connaît des solutions particulières avec des symétries, mais on n'est pas capable de les résoudre de façon exacte. Alors maintenant, la question, voilà, on a une théorie, on a tout un ensemble de concepts, et puis on a une équation. La question, c'est est-ce que ça marche? Donc c'est ça qu'il faut savoir, est-ce que ça marche? Alors, à l'époque d'Einstein, il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait quand même un fait observationnel qui avait attiré l'attention d'Einstein, c'est la trajectoire de la planète Mercure. Et en fait, les planètes, depuis Kepler, on sait qu'elles se déplacent sur des orbites qui sont elliptiques, comme celle-ci, mais ce qu'on avait remarqué, c'est que l'orbite de Mercure, elle se déplace un petit peu, elle tourne, il y a un effet de précession. Et on est capable de mesurer la valeur de cette précession, c'est un effet tout petit. Alors bien sûr, c'est un effet qui était connu déjà pendant le XVIIIe siècle, et les gens ont essayé de comprendre l'origine de cet effet, et donc ça, on peut faire les calculs. Dans le cadre de la théorie de Newton, il faut faire attention, les trajectoires sont des ellipses, certes, mais pas exactement, parce qu'il faut prendre en compte l'effet des autres corps. Quand je regarde le mouvement de la Terre, je prends en première approximation le mouvement du Soleil sur la Terre, mais j'ai par exemple Jupiter qui fait une petite force gravitationnelle. Alors sur un an, ça ne fait pas d'effet, mais sur des siècles et des siècles, cet effet peut être cumulatif, et ça fait modifier les propriétés de cette orbite elliptique. Elle peut tourner, bon, il peut lui arriver plein de choses. Alors on a calculé l'effet de tous les corps perturbateurs, donc la précession des équinoxes, l'effet de toutes les planètes, vous voyez, Vénus, Terre, nanana, jusqu'à Saturne. Et puis on fait le total et on trouve ça, on fait la différence et on a une anomalie de 42 secondes d'arc par siècle, 0,7, et qui reste inexpliquée dans la théorie de Newton. Donc vous vous rendez compte, si Einstein vient avec une nouvelle théorie, Mercure est la planète qui est la plus proche du Soleil, donc c'est la planète pour laquelle le champ de gravitation du Soleil est le plus fort. Il faut qu'il soit capable de calculer l'effet de sa théorie sur cette orbite, et c'est ce qu'il va faire en fait, et ça il le fait, c'est son 3e exposé à l'Académie de Berlin, et en fait c'est ce point-là qui va lui permettre de comprendre la véritable forme des équations de sa théorie. Il lui manquait un terme en fait dans ces deux premiers exposés. Donc il calcule, ne regardez pas les formules, ce qui est important, j'ai mis ces formules pour vous montrer qu'on peut calculer ça, la précession du périhélie de Mercure, et que ça dépend de quoi? De nombre, de la constante de Newton, elle est connue, elle est dans les livres, de la masse du Soleil, elle est connue, elle est dans les livres, de la taille de l'orbite de Mercure, ça aussi on la mesure, on connaît le demi-grand axe et l'excentricité, donc on peut calculer les choses, on ne peut rien toucher, on connaît tout, la théorie d'Einstein dit ça, on met les chiffres dedans, on obtient quelque chose, qu'est-ce qu'on obtient? 42,7. Voilà. Donc vous avez, si vous êtes Einstein, là, vous sautez au plafond. Même, je ne sais pas comment on peut ne pas avoir une crise cardiaque. Alors, je ne sais pas si c'est 7 ou 6, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est exactement ce que vous attendez. Et ça, c'est ce qu'il va proposer à l'Académie de Berlin. Et vous voyez, c'est là l'intuition de physique. Au moment où il fait cette dérivation-là, en fait, il n'est même pas complètement sûr de ces équations.
Vous voyez le génie du type, quoi. C'est assez affolant, quoi. Il faut avoir le courage de présenter ça devant l'Académie, de dire la semaine prochaine, je reviens et je vous donne la théorie complète. Ça, c'est un peu ce qu'Einstein a fait. Le deuxième effet, et j'en ai parlé, c'est la déflexion de la lumière par toute masse. Donc, voir si une masse importante va défléchir la propagation de la lumière. Et pour ça, il faut utiliser la plus grosse masse qu'on a dans le système solaire, c'est le Soleil. Malheureusement, si vous êtes en plein jour, vous ne pouvez pas voir les étoiles dont la ligne de visée frôle le Soleil. Donc, en se plaçant pendant une éclipse, vous allez pouvoir voir ces étoiles. Et donc, vous prenez 2 étoiles qui passent proche du Soleil au moment d'une éclipse. Ça, c'est la position des mêmes étoiles alors qu'il n'y a pas d'éclipse. Et vous voyez, elles n'ont pas le même écart angulaire. Et cet effet-là est exactement l'effet prédit par la relativité générale. Là encore, vous ne pouvez rien toucher parce que vous connaissez la masse du Soleil. Donc, en fait, tous les nombres dont vous avez besoin pour calculer cet angle-là sont déjà donnés, sont déjà fixés. Soit ça marche pas. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'a fait Eddington dans son expédition de 1919. Aujourd'hui, cet effet est tellement maîtrisé qu'on l'utilise comme un outil d'astrophysique, c'est-à-dire qu'on sait comment l'espace-temps défléchit la lumière, comment il déforme la forme des objets d'arrière-plan. Ici, vous avez une image d'un amas de galaxies, vous avez des galaxies d'arrière-plan. Vous voyez des formes de galaxies qui forment des arcs ou qui sont un petit peu étirées. Ici, on a des effets très très faibles qu'on ne peut pas détecter à l'œil, mais statistiquement, on peut les détecter. Et donc, ça veut dire que la lumière traverse un champ de gravitation qui est inhomogène. Je connais les équations d'Einstein. À partir de ça, je peux reconstituer la distribution de matière qui donne ce champ de gravitation. Et c'est comme ça que vous obtenez ces cartes qui vous indiquent, qui sont un des éléments dans le débat sur l'existence de la matière noire, parce qu'elles vous disent « Ah, là, il y a de la matière et vous n'associez pas d'objets lumineux avec ces concentrations de masse. » Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui un outil qui est très efficace en astronomie et qui va culminer probablement en 2020 avec le lancement du satellite Euclide, où on va avoir un satellite qui va faire ces mesures dans l'espace. Alors, vous voyez, tout ça, ces 2 succès, il les a, Einstein, et c'est quand même assez extraordinaire de trouver ces 2 prédictions. Donc, en 1919, on aurait pu s'attendre à ce que tout le monde dise « Je veux apprendre la relativité générale, je veux écrire un article de relativité générale ». Vous savez qu'il y a un effet de mode comme aujourd'hui. Quand aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit « Ah, il y a des dimensions supplémentaires », et hop, il y a 50 papiers sur les dimensions supplémentaires. C'est-à-dire les gens aiment la mode aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas le cas. Voilà ce qui s'est passé. Quelques papiers sur la relativité, c'est des gens qui veulent le comprendre. Et puis, plouch, plus aucun papier sur la relativité générale. Et vous voyez, jusqu'en 1955-60, il n'y a personne qui fait de la relativité générale. C'est un truc qui est laissé pour 2-3 théoriciens qui font des maths, quelques cosmologistes, parce qu'ils parlent de l'univers et on a très peu d'observations sur l'univers. Et c'est une théorie qui est complètement ignorée. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi et comment est-ce que cette théorie, finalement, a réussi à retrouver la lumière. Comment est-ce qu'elle a fait pour attirer les gens ? Alors la Renaissance, c'est une longue histoire, la Renaissance de cette théorie, et elle va commencer en fait bien avant que la théorie soit elle-même oubliée, puisqu'il faut retourner en 1916, donc pendant la Première Guerre mondiale, on a cette théorie qui est sortie, et il y a quelqu'un qui s'appelle Karl Schwarzschild, qui est un astronome, qui est dans les tranchées et qui va trouver une solution des équations d'Einstein. Là aussi, ne lisez pas, je vous la montre, c'est une image, il ne faut pas avoir peur. C'est des trucs, personne ne comprend, et c'est pas là pour être compris. Ce qui est important, c'est qu'il est capable de trouver cette solution, il envoie Einstein. Donc ça, c'est le champ, c'est toute la géométrie de l'espace-temps autour d'une masse ponctuelle. Donc par exemple, la solution de l'espace-temps autour de notre Soleil. Donc avec cette solution mathématique, eh bien, vous êtes capable d'avoir le mouvement de toutes les planètes dans le système solaire, par exemple. Schwarzschild fait ça, il envoie ça à Einstein. Einstein est surpris, il dit « mais c'est extraordinaire, je ne pensais pas qu'on pouvait trouver une solution comme celle-là de mes équations, parce qu'elles sont vraiment difficiles à résoudre. » Et il y a cette équation, et donc cette équation rentre dans la littérature. Schwarzschild meurt quelques mois après dans les tranchées, et on n'en parle plus trop. Et dans les années 20, après la guerre, Einstein fait une série de conférences en Europe, et il vient en particulier à Paris, il fait des conférences à la Sorbonne, il fait des conférences à l'Institut Henri Poincaré. Et là, il va se passer une sorte de drame, parce qu'il va exposer cette solution, et dans la salle, il va y avoir un mathématicien français qui s'appelle Jacques Hadamard, qui va lui dire « mais cette solution-là, mathématiquement, elle a un problème ». Alors ce problème, ça c'est un peu une plaisanterie, une illustration de plaisanterie, mais en gros c'est vraiment l'essence du problème que souligne Hadamard. Il lui dit voilà, R ici c'est la distance au corps central, donc en gros c'est la distance au Soleil. Vous voyez là il y a 1 moins quelque chose. Si j'ai 1 moins quelque chose, eh bien, je peux écrire 1 moins quelque chose égale 0, donc je vais trouver une certaine distance, qu'on va appeler le rayon de Schwarzschild, où ce truc-là c'est 0, et ce truc-là c'est 1 sur 0, ça vaut l'infini. Donc, ce qui décrit la géométrie de votre espace-temps, il y a un moment, il y a 0 et il y a l'infini. Ça veut dire qu'il existe quelque part une sphère qui a ce rayon-là, sur lequel la géométrie de l'espace et du temps ne sont plus définies. Si j'envoie un objet de l'infini et que je l'envoie vers le Soleil et que je traverse cette sphère-là,
eh bien ici, je ne peux pas dire ce qui se passe pour l'objet, je ne peux plus prédire. Alors vous vous rendez bien compte, c'est absurde, Einstein ne va pas endormir, et ça va être le vrai problème de comprendre ce qu'on va appeler la singularité de Schwarzschild. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que cette sphère? Est-ce qu'elle existe vraiment? Qu'est-ce qui se passe si on passe à travers? Comment est-ce qu'on gère ça? Alors, ça c'est pour les mathématiciens. Les physiciens et les astrophysiciens, eux, ils sont tranquilles parce qu'ils mettent des chiffres et ils se disent « Ah bah la nature est gentille, ce truc-là pour le Soleil ça vaut 3 km, le Soleil il fait 700 000 km, ce rayon-là est à l'intérieur du Soleil, comme la solution elle est valide en dehors de la masse, ça doit être une autre solution qu'on ne connaît pas, probablement il n'y a aucun problème. » Donc vous voyez, les physiciens ils se rassurent pour dire on peut quand même continuer à vivre avec ça. Les mathématiciens et Einstein se disent il y a quand même un problème parce que j'ai une solution, elle a cette singularité, il y a un moment elle ne veut plus rien dire. Et ça va être l'objet de beaucoup de débats pendant plusieurs décennies, qui va vraiment prendre différentes voies d'un point de vue d'un côté des mathématiciens, et puis d'un autre côté, les développements de l'astronomie, et en particulier la compréhension de la structure interne des étoiles. On va de mieux en mieux comprendre ce que c'est qu'une étoile, comment une étoile fonctionne, on va découvrir la physique nucléaire, et on va l'appliquer à l'astrophysique. Et en particulier, Chandrasekhar va montrer que si on prend une étoile, il y a une masse au-dessus de laquelle cette masse doit obligatoirement s'effondrer et devenir plus petit que son rayon de Schwarzschild. Donc ça, c'est un résultat théorique qui va mener finalement à comprendre l'évolution, la fin de l'évolution des étoiles. Et puis, il y a deux événements dans la fin des années 60. À Dallas, à la conférence de Dallas en 63, on fait mention de la découverte des premiers quasars, qui semblent être des objets compacts. À la fin des années 60-67, Jocelyn Bell découvre les premiers pulsars. Elle comprend que ce sont des objets qui ont typiquement une masse solaire, mais qui ont un rayon d'une dizaine de kilomètres. Donc, vous voyez, 10 km par rapport à 3 km, on est proche du rayon de Schwarzschild. Jocelyn Bell me disait que Stephen Hawking lui avait écrit dans les années 70 pour lui demander si elle pensait qu'il pouvait exister des objets compacts dont la taille était plus petite que le rayon de Schwarzschild. À l'époque, on n'en avait pas connaissance. Donc les astrophysiciens se disent il y a peut-être dans la nature des objets suffisamment petits et compacts pour que cette surface qui était cachée par la matière finalement se révèle. Et si c'est le cas, alors le problème n'est plus simplement un problème mathématique, c'est un problème qui est dans le monde physique et on a de quoi avoir peur. Et donc voilà, c'est un petit peu le cadre dans lequel la révolution des années 60 va se passer. Alors je passe ça, c'est juste, je voudrais vous montrer quand même un transparent là-dessus, je ne vais pas parler de cosmologie, mais l'autre domaine dans lequel la relativité générale va vivre, c'est la cosmologie, avec des gens comme Alexandre Friedman, Georges Lemaître, qui vont être des gens qui vont avoir une compréhension fine de la théorie, et ce sont un petit peu les seules personnes à travailler sur cette théorie, à voir ce qu'elle veut dire. Jean Eisenstadt avait une phrase très très belle, il disait que la cosmologie avait été un espace de liberté pour penser la relativité. Comme on n'avait pas beaucoup d'observations, eh bien on était capable de spéculer, de regarder des solutions de cette théorie, de voir ce qu'elle voulait dire. Et ça a été vraiment un domaine où les relativistes ont pu vivre pendant ces décennies où la théorie n'était pas très à la mode. Alors une troisième prédiction de la théorie, sur laquelle il va falloir aussi des années pour se convaincre de leur vraie existence, c'est l'existence des ondes gravitationnelles, donc des ondes de l'espace-temps, des ondes de la matière. En électromagnétique, vous avez un champ électromagnétique, ce champ peut fluctuer, ce sont des ondes électromagnétiques, comme la lumière. Eh bien, en gravitation, vous avez ce champ de gravitation, il peut fluctuer, et on a compris qu'il était en particulier généré par des mouvements de masse qui n'étaient pas à symétrie sphérique. Donc par exemple, deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, un système binaire, produit des ondes gravitationnelles. Et ça, vous savez qu'aujourd'hui, on l'a découvert, mais il y a un an, nous ne le savions pas. Nous n'avions pas la preuve expérimentale, même si tout le monde s'accordait à dire que ces ondes gravitationnelles existent. Donc la théorie va s'émanciper et elle va trouver deux champs d'application qui aujourd'hui sont des champs très actifs. L'astrophysique relativiste, donc c'est la branche de l'astrophysique qui s'intéresse à tous les objets compacts, les étoiles à neutrons, les pulsars, les trous noirs. Donc ça, comprendre quelle est leur origine, comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes binaires quand ils coalescent. Et ça, c'est aujourd'hui un champ qui est en explosion, en particulier grâce au développement, à la détection de ces ondes gravitationnelles, et la cosmologie. Donc vous voyez, les deux champs d'application ont été trouvés assez tardivement. Et vous vous rendez bien compte qu'en 1915, on ne pouvait pas faire de cosmologie. Je vous rappelle qu'en 1915, on ne savait pas qu'il existait d'autres galaxies. C'était le grand débat entre Shapley et Curtis pour savoir s'il y avait des nébuleuses qui étaient à l'intérieur de notre galaxie ou si c'était d'autres galaxies. Et ça, Hubble ne le prouvera qu'en 1924. Donc on ne pouvait pas vraiment faire de cosmologie. Et puis l'astrophysique relativiste, on n'avait pas la possibilité d'observer ces astres compacts, de savoir qu'il existait de tels objets. Donc ça, c'est vraiment le domaine d'application. Et puis d'un autre côté, du côté des mathématiques, il fallait quand même comprendre ce qui se passe quand on traverse ce fameux rayon de Schwarzschild. Même si c'est un problème mathématique et qu'on n'a pas d'objet comme ça dans la nature, il fallait le comprendre. Et ça, la révolution s'est faite
à Cambridge, en particulier sous l'impulsion de Roger Penrose, Brandon Carter, George Ellis, et ils vont proposer une nouvelle façon de voir la relativité générale, une façon avec ce qu'on appelle des méthodes globales, de considérer l'espace-temps pas simplement avec sa géométrie, comme je vous l'ai écrit avec Schwarzschild, c'est-à-dire des équations et des coordonnées, mais de se dire qu'il faut faire attention entre qu'est-ce qu'une géométrie et qu'est-ce qu'un système de coordonnées. Est-ce que quand parfois j'ai l'impression qu'il y a des anomalies, est-ce que c'est l'anomalie de l'espace et du temps lui-même, de cette toile espace-temps, ou est-ce que c'est du système de coordonnées que je mets sur cet espace-temps pour le décrire? Et ils vont comprendre qu'il y a deux types de singularités, et c'est ce qu'ils vont développer dans ces années 60, et c'est aujourd'hui la façon dont on voit la théorie de la relativité générale. Alors ça, c'est important, parce que ça nous apprend d'une part que la théorie, elle voyait beaucoup plus loin que Einstein lui-même, elle prédisait ces solutions qui vont être à l'origine des solutions de trous noirs, elle prédisait l'origine des ondes gravitationnelles, elle prédisait l'expansion de l'univers, et ça, c'est des choses qui n'ont pas été mises à la main dans la théorie, et même Einstein a eu, sur certaines de ses prédictions, un petit peu de mal à s'en convaincre. Vous savez que sur l'expansion de l'univers, une fois qu'elle a été avérée, il a plus ou moins arrêté de faire de la cosmologie, parce que pour lui, ce n'était pas vraiment philosophiquement la chose à laquelle il s'attendait. Pareil pour les ondes gravitationnelles, il les a prédites, après il a arrêté d'y croire. Il a beaucoup oscillé sur le fait qu'elles existent ou pas. Et donc ça, c'est important. Une théorie voit toujours plus loin que son créateur. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a aussi de l'espoir pour les jeunes, parce que, vous voyez, il a fallu un siècle pour comprendre quelle était vraiment la nature de la théorie qu'Einstein avait écrite. Il a été capable de développer sa théorie, de lui donner sa forme mathématique, mais de comprendre vraiment ce qu'elle dit, quelle est sa vraie structure mathématique, il a fallu presque un siècle de travail. Et ça aussi, c'est le travail du physicien-théoricien, c'est parfois de comprendre l'édifice qui est sorti comme ça, parce qu'il y avait une cohérence mathématique, on l'a formulé d'une certaine façon, et en fait, il y a d'autres formulations qui rendent beaucoup plus évident ce qu'est cette théorie. Et ça, c'est aussi ça le travail de physicien-théoricien, et c'est pour ça que je voulais mentionner toute cette histoire. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de vérifications de cette théorie. On a bien sûr les tests dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a fait d'autres tests, et aujourd'hui, il n'y a aucune expérience qui montre une faille dans les prédictions de la théorie de la relativité générale. Je vais vous en montrer 2-3 juste pour vous montrer à quel point ça demandait de la métrologie de haute précision, parce que c'est aussi pour ça. À l'époque, on ne pouvait pas faire ces expériences. Alors, un effet important, c'est que si vous prenez une montre, la façon dont l'écoulement du temps va dépendre d'une part de la vitesse, de l'état de mouvement de l'horloge, mais aussi du champ de gravitation dans lequel il se place. Si vous prenez une montre et que vous la montez d'1 centimètre, eh bien, ça va changer sa fréquence de 10 puissance moins 18. Donc, vous voyez quelque chose, la 18e décimale de sa fréquence. L'effet a été mis en évidence pour la première fois en 1960. Et puis ce truc-là est vraiment au cœur du GPS. Si vous n'aviez pas ça, les GPS dériveraient parce qu'il n'y aurait pas l'effet gravitationnel de la Terre qui serait pris en compte. Alors il y a une expérience extrêmement belle qui a été faite maintenant il y a 6 ans. C'est que vous prenez 2 horloges atomiques. Ne regardez pas celui-là, ça c'est sur la relativité restreinte, mais je vais juste regarder celle-là. Vous prenez 2 horloges identiques, 2 horloges au césium par exemple. Là, elles ne sont pas au césium, mais voilà, 2 horloges atomiques. Elles mesurent le temps de la même façon. Donc, elles ont la même fréquence. Vous voyez ici, c'est la même fréquence. Le delta F, c'est la différence de fréquence entre les 2 horloges. Donc, les données sont ici, c'est compatible avec 0. Maintenant, vous prenez une des horloges et vous la montez de 33 cm. D'accord? Donc, elle va mesurer le temps avec une fréquence qui va être différente de ça, 10 puissance moins 17. Et vous voyez cet effet-là en laboratoire. Donc, vous prenez 2 horloges, vous en montez une de 33 cm, et vous voyez l'effet de la gravitation sur l'écoulement du temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles horloges qui sont développées à l'Observatoire de Paris, on a des horloges qui vont à 10 puissance moins 18, donc monter l'horloge d'1 centimètre est détectable. Donc ça veut dire qu'on fait à la fois de l'horlogerie de haute précision, mais que maintenant on va pouvoir utiliser ça autrement. C'est-à-dire que si on avait un réseau d'horloges atomiques à la surface de la Terre, avec des liens par exemple par fibre optique, que l'on est capable de comparer ces horloges, eh bien la théorie de la relativité générale nous permet de reconstruire le potentiel gravitationnel de la Terre. Donc on va faire de la géodésie relativiste. La relativité va être un élément de géodésie. Si par exemple j'ai les glaces du pôle qui fondent, qui deviennent liquides et qui vont vers l'équateur, eh bien ce changement de la distribution de masse de la Terre au centimètre près sur le potentiel gravitationnel, je peux le détecter. Donc on a des outils très très fins pour pouvoir monitorer le changement du potentiel gravitationnel de la Terre. Donc vous voyez, la relativité générale, elle a maintenant même une application pour les études sur le réchauffement climatique et le développement durable. Donc c'est extraordinaire comme théorie. Et Einstein ne le savait pas, parce qu'il ne savait pas que l'univers se refroidissait et que la Terre se réchauffait. Ça, il ne savait pas non plus.
Donc les ondes gravitationnelles, je ne vais pas en dire trop parce que vous l'avez beaucoup vu cette année, donc les 2 détecteurs LIGO, j'ai mis Virgo, tiens c'est bête, mais bon, donc ça c'est parce qu'on espère que Virgo va marcher. Il y avait les 2 détecteurs, donc LIGO, qui ont fait ces mesures. Aujourd'hui, on a ces nouveaux détecteurs, donc Virgo, qui est en phase de développement. Et on a lancé à l'automne l'ISA Pathfinder, qui marche sur le même principe. Donc vous avez ici un laser entre 3 satellites et vous allez mesurer les changements de distance de ces bras, ici, dans l'espace. Il a été lancé avec succès, ce qui veut dire que bientôt, on va pouvoir avoir des détecteurs d'ondes gravitationnelles précis dans l'espace. Et on a détecté, donc c'était l'annonce de février 2016, ces ondes gravitationnelles produites par la coalescence de 2 trous noirs. Alors voilà ce qui a été mesuré. Ce qui est important, c'est que pour interpréter ces résultats, il faut la théorie de la relativité générale. Si vous ne savez pas associer votre signal à un phénomène physique, vous n'êtes pas capable de dire ce sont 2 trous noirs qui sont en train de fusionner, et surtout vous n'êtes pas capable de dire quelle est la masse de ces trous noirs. Donc vous avez 3 événements dont simplement 2 sont avérés, celui-ci n'est pas assez significatif. Et donc vous voyez, vous identifiez le fait que vous avez 2 trous noirs, un de 36 et un de 29 masses solaires, qui étaient spiralants, et donc on voit les dernières orbites et le moment où ces trous noirs vont coalescer. Donc cette observation, elle est magistrale à 2 types. Premièrement, on confirme l'existence des ondes gravitationnelles. On confirme que pour ces objets-là, la prédiction de la relativité générale vous donne exactement ce que vous voyez avec l'expérience en termes de front d'onde. Et puis surtout, elle prouve de façon indiscutable l'existence des trous noirs. Parce que jusqu'à l'année dernière, on avait des candidats trous noirs. On savait qu'il y avait des objets qui avaient des tailles qui étaient plus petites que leur rayon de Schwarzschild si on estimait leur masse, si on estimait leur taille, mais on n'avait jamais vu, en fait, prouver l'existence de ces trous noirs. Aujourd'hui, on a la preuve de l'existence des trous noirs stellaires. Donc ça, c'est important. Vous savez qu'il y a d'autres types de trous noirs, comme les trous noirs supermassifs, celui qui est par exemple au centre de notre galaxie. On n'a pas encore prouvé, pareil, de façon indiscutable que c'était un trou noir, mais cette année, on a eu aussi la chance que l'instrument Gravity au Chili ait eu ses premières lumières, et cet instrument devrait permettre de mettre en évidence ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, donc prouver que cet objet, ce corps supermassif au centre de notre galaxie est vraiment un trou noir. Et donc ça, si c'est le cas, c'est aussi révolutionnaire pour l'astrophysique, parce qu'on prouvera vraiment qu'il existe 2 types d'objets qui n'existaient pas avant, qui étaient des objets théoriques, qui sont les trous noirs stellaires. On connaît l'origine de ces trous noirs, puisque c'est le point d'aboutissement de l'évolution stellaire, et puis les trous noirs supermassifs, dont là encore l'origine est en discussion. Donc vous voyez, la relativité aussi du côté de l'astrophysique est une théorie qui est très vivante. Alors pour demain, qu'est-ce qu'on attend pour demain? Donc comme je vous l'ai dit, de l'astrophysique relativiste, la cosmologie, et avec les horloges atomiques, une géodésie relativiste. Les effets de l'antéille gravitationnelle qui sont vraiment prédits par la relativité générale sont à la base de nombreuses observations pour faire la cartographie de la matière noire. Bien sûr, quand on va utiliser ça pour cartographier la matière noire, il faut s'assurer que la théorie est encore la bonne théorie si je suis à l'échelle galactique, par exemple, puisque tous les tests que j'ai faits, ce sont des tests qui sont à relativement petite échelle, typiquement la taille du système solaire, la taille du système binaire. Et donc, on a aussi toute une batterie de tests de la relativité générale aux échelles astrophysiques qui ont été développées et qui vont pouvoir être mises en œuvre, ce qui veut dire qu'on va pouvoir tester le fait que cette théorie est aussi une bonne théorie sur une taille qui est une fraction de la taille de l'univers, donc augmenter le domaine de validité de la théorie. Et puis on a les ondes gravitationnelles. Alors pour l'instant, c'est un petit peu prématuré de faire l'astrophysique avec, puisqu'on a 2 événements, on sait qu'on va avoir beaucoup plus d'événements, mais on peut faire un peu de prospective. En particulier, si on fait beaucoup plus d'observations, on va être capable d'avoir une idée de la distribution de masse des trous noirs stellaires dans une galaxie. Comme ces trous noirs sont le point d'aboutissement des étoiles, donc une étoile, son évolution dépend de sa masse initiale, de sa métallicité. On a des idées sur le taux de formation d'étoiles, sur la métallicité initiale, et donc on aimerait que la distribution de masse de trous noirs soit en accord avec ce taux de formation d'étoiles et avec l'évolution chimique observée de l'univers. Donc ça, vous voyez, c'est très important, et en particulier la métallicité primordiale vient de ce qui se passe dans la nucléosynthèse primordiale. Donc quelque part, ces observations-là vont nous permettre de mieux comprendre la structuration des galaxies et de mettre des contraintes sur les différents modèles d'évolution stellaire. Donc ça, c'est un petit peu le programme de la relativité sur le plan astrophysique et géophysique pour les décennies qui viennent. Je crois que je suis bon là au niveau temps, donc je vais m'arrêter. Je vais juste dire un truc, parce que maintenant j'ai fini, donc je dis un autre truc. Donc là, c'est Sylvain, un de nos amis, qui a lancé cette association, que je soutiens parfaitement. Donc c'est d'aller dans les hôpitaux pour voir les enfants et leur faire découvrir à la fois les météorites, les étoiles, l'univers, et les faire rêver. Si vous avez eu, la malchance d'avoir un enfant qui a été hospitalisé en longue durée, vous savez peut-être ce que c'est. Moi, il m'est arrivé de ça, donc je sais, j'ai vu plein d'enfants. Et donc il y a avec la Ferme des Étoiles et Sylvain, il y a ce projet qui
qui a été lancé, que je trouve extraordinaire, donc il faut le soutenir. Et donc pour le soutenir, je vous propose une chose. J'ai pris un exemplaire du livre « La maison des mathématiques ». Tous ceux qui s'inscriront à l'association de Sylvain pendant les rencontres de Ciel et de l'Espace, on en tirera un au sort et j'enverrai un livre dédicacé de Cédric et de moi à la personne qui aura tiré au sort. C'est ma façon de contribuer, de vous inciter à suivre Sylvain et tous les amis à amener le ciel et les étoiles pour les enfants qui sont dans les hôpitaux. Voilà, merci beaucoup.